Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de vous laisser profiter de cette vidéo à la durée exceptionnelle, je voulais vous dire deux petites choses. Dans un premier temps, cette vidéo a été réalisée avec la collaboration de CreepyTapes. C'est une chaîne creepy sur laquelle je suis tombé tout à fait par hasard. Elle n'a pas beaucoup de visibilité et pourtant en mérite beaucoup plus. Lorsque je suis tombé dessus, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le contenu de cette chaîne et la personne qui s'en occupe fait du travail phénoménal. Alors, je vais vous demander à toutes et à tous, comme vous êtes une communauté formidable, d'aller voir son travail. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Allez voir la chaîne de cette personne qui vraiment fait du très bon boulot. Et bien sûr, si vous appréciez, vous vous abonnez et vous la suivez. Je ne doute pas que bon nombre d'entre vous vont la suivre car vraiment ce qu'elle fait, c'est vraiment très bien. En plus, elle a participé donc à cette histoire et avec un long rôle qui n'était pas forcément évident à jouer. Elle a assuré du début jusqu'à la fin, vous pourrez vous en rendre compte en écoutant l'histoire qui va suivre. Cette histoire qui d'ailleurs est une sad creepy. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que c'est qu'une sad creepy. J'ai inventé un peu ce terme pour vous dire qu'en fait, dans la même histoire, vous allez pouvoir frissonner, mais vous allez aussi pouvoir être touché en plein cœur. Je pense sincèrement que l'histoire qui suit devrait vous faire verser des larmes à moins que vous soyez inhumain. Je plaisante, mais quoi qu'il en soit, les plus sensibles d'entre vous vont vraiment avoir besoin de mouchoirs. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse profiter de ce programme qui, je l'espère, va vraiment vous toucher, car j'y ai mis une attention particulière à cette vidéo. Alors, régalez-vous, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos yeux, grand vos oreilles et prenez du bon temps en compagnie de Creepy Story, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie. Je crois qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré mon grand-père. C'est un vieil homme veuf, depuis 30 ans, qui vit seul à la campagne dans un hameau isolé. Pourtant, malgré le côté coin perdu de sa maison, j'y allais souvent passer des week-ends pour mon plus grand plaisir. J'adorais la compagnie de mon papy. C'est un homme sympathique et cultivé, malgré ses airs et ses manies de vieux garçon. Il faut dire qu'il a perdu ma grand-mère il y a bien longtemps et s'est toujours refusé de refaire sa vie. Comme il aime à le dire, il n'a eu qu'un seul et unique grand amour dans sa vie. C'était Myriam, sa femme. Pour ma part, je n'ai pas connu ma grand-mère et j'ignore de quoi elle est morte. C'est un sujet tabou apparemment et du coup, je l'ai toujours évité pour ne pas raviver de vieux souvenirs douloureux à mon papy adoré. J'ai passé beaucoup de temps chez lui. J'y apprenais toujours 1000 choses et je m'amusais de ses petites manies. Je n'avais jamais vu un homme aussi maniaque que lui. Tout chez lui est si bien rangé, à sa place. Petite, j'étais espiègle, et souvent j'aimais le taquiner en bougeant les objets de leur place. Il râlait 2 minutes, et les remettait alors exactement où ils se trouvaient, dans la même position. C'était devenu un petit jeu. Par contre, il y a une étrange manie sur laquelle je n'ai jamais plaisanté avec lui. C'est le congélateur dans sa cave. Depuis toute petite, j'ai l'interdiction d'y toucher. Quand j'étais enfant, c'était soi-disant pour m'éviter de tomber dedans. C'est plutôt étrange comme excuse. Mais que dire aujourd'hui ? J'ai 19 ans et toujours la même interdiction, sans aucune explication. Les seules fois où j'y en ai parlé, j'ai bien vu que le sujet le dérangeait vraiment. Alors j'ai pas insisté. J'ai appris à faire avec. J'en plaisante des fois, en appelant ça le mystère du congélateur. Malgré toutes ces manies de vieil homme, j'ai toujours plaisir à y passer un week-end, même si ma vie trépidante de jeune femme me le permet moins souvent. Il y a 15 jours, je suis donc allée lui rendre visite pour 2 jours. Un court séjour qui allait changer notre relation à tout jamais. Lorsque je suis arrivée chez lui du vendredi en début de soirée, il était en train d'allumer sa cheminée de feu de bois. Son visage s'est illuminé lorsqu'il m'a vue. Ah, Mathiot,
Je suis si content de te voir. Tu as vu? J'ai fait un feu de bois. Je sais que tu aimes la chaleur qui s'en dégage. Et puis on profitera de celui-ci pour se cuire une belle côte à l'os que je nous ai achetée ce midi chez le boucher. J'étais aux anges. Il est vrai que depuis mon plus jeune âge, j'adore les feux de cheminée. Je peux rester des heures devant, à contempler les flammes, tout en profitant de la chaleur qui s'en dégage. La soirée s'est merveilleusement bien passée. On avait tellement de choses à se dire. Et puis, fatiguée de ma semaine de cours, je suis allée me coucher dans ma chambre, qu'il a toujours gardée pour moi. C'est drôle à 19 ans de se coucher dans une chambre de petite fille. Tout est encore à sa place. Mes nombreuses peluches et poupées, les DVD de mes dessins animés préférés. C'est mignon. Seul le lit a changé. J'en ai un à ma taille. Je me suis vite endormie cette nuit-là. Mais vers les 4 heures du matin, je me suis réveillée avec une envie d'aller aux toilettes. Je dois avouer que je n'aime pas aller aux toilettes chez mon grand-père. Ils sont au sous-sol, et en pleine nuit, l'escalier qui y mène est très lugubre. J'ai beau avoir 19 ans, je reste une flippette. J'essayais donc de me retenir, mais l'envie de faire pipi était trop forte. Je prenais mon courage à deux mains. Je descendais donc au sous-sol en pressant le pas afin de ne pas m'attarder dans cette cave. J'ai toujours pensé que c'était un drôle d'endroit pour y mettre des toilettes, surtout la nuit. Je faisais ce que j'avais à faire, quand en sortant, je vis le congélateur à quelques mètres de moi. Je ne m'étais jamais jusqu'ici retrouvée dans cette situation-là. J'avais à cet instant précis tout le loisir d'ouvrir celui-ci et de découvrir son mystère, sans prendre le risque de me faire attraper par mon grand-père. C'était si tentant. Bien sûr, j'étais rongée par la culpabilité. Je n'avais pas à faire ça, mais la curiosité l'emporta. Je posai délicatement mes mains sur celui-ci, et je l'ouvris avec la plus grande délicatesse. Le contenu de celui-ci était on ne peut plus banal. Viande et légumes congelés, glace, pain, et dans un petit compartiment, une vieille boîte à cigarettes. J'ai de suite trouvé étrange la présence d'une telle boîte dans un congélateur. J'ai pris la boîte et l'ouvris doucement. Et là, j'ai dû me contenir de ne pas hurler de peur. Dans celle-ci se trouvait un doigt humain, coupé et congelé. J'étais horrifiée de ma découverte. J'ai remis la boîte à sa place et je suis remontée dans ma chambre en étant, je dois bien l'avouer, totalement effrayée. J'ai eu un mal de chien à me rendormir et ma nuit a été peuplée de cauchemars plus horribles les uns que les autres. J'y voyais mon grand-père me servant un repas composé de membres humains, se délectant de la chair d'un avant-bras. Non, ce n'était pas possible. Pas lui, pas un homme aussi bon. Il ne pouvait pas être un monstre. Demain, je lui demanderai ce que fait un doigt humain dans son congélateur. J'allais oser. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Car le lendemain, lorsque je l'ai vu, aucun mot n'a réussi à sortir de ma bouche, à part un timide « Bonjour papy ». Il avait beau être souriant comme à son habitude, je n'arrivais plus à le voir de la même manière. Pour la première fois de ma vie, j'avais peur de mon grand-père. Il s'est aperçu très vite que quelque chose n'allait pas et m'a demandé plusieurs fois. Quelque chose ne va pas, ma tchotte? Tu as une mauvaise mine, tu n'as pas l'air dans ton assiette. J'ai prétexté que je ne me sentais pas bien et j'ai du coup passé l'après-midi dans ma chambre à feindre d'être patraque. Mais je n'avais rien, à part de la peur. Mon grand-père s'est montré aux petits soins avec moi, m'apportant des médicaments, une tisane et des couvertures. Il m'a dit de bien me reposer, que ce soir, il nous concocterait un bon bœuf bourguignon. Mon plat préféré. Celui-ci allait me retaper, qu'il disait. Lorsque nous nous sommes retrouvés à table, il a entrepris de me servir, et là, le voyant tourner la louche dans le plat de viande mijotée en sauce, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y avait peut-être des morceaux de cadavre dans celui-ci. Prise de panique à l'idée de manger de la chair humaine, je crie soudain « J'ai ouvert ton congélateur cette nuit !» Il s'ensuivit un long moment de silence, que mon grand-père brisa en tapant très fort sur la table avec son poing. Je t'avais pourtant interdit de le faire. Tu as trahi ma confiance et vu ce que tu ne devais pas voir. Monte dans ta chambre te coucher. Je ne veux plus te voir. Et demain matin, tu partiras. Je suis montée 4 à 4 dans ma chambre, en pleurs. Jamais je n'avais vu mon grand-père énervé de la sorte. Il me faisait encore plus peur. Mais je suis sa petite fille. Il n'allait quand même pas me faire de mal. Après avoir sangloté une grande partie de la soirée, j'ai fini par m'endormir. En pleine nuit, je me suis réveillée. Et là, j'ai vu mon grand-père se tenir droit devant mon lit. J'étais en panique. Il m'a alors dit
Tu dors pas? Viens, suis-moi. Je t'ai fait une tisane. Je crois qu'il faut que l'on parle. Je l'ai suivi jusqu'au salon. Le feu de bois crépitait encore. Je me posai alors dans le canapé. Il me tendit ma tasse et s'installa dans le rocking chair en face de moi. Il tenait dans sa main la boîte de cigarettes du congélateur. Il sourit et dit alors: Je suppose que tu as vu son contenu, n'est-ce pas? Je crois qu'il va falloir qu'on en parle. Oui, grand-père, je suis désolée, C'est moi qui le suis. Je n'aurais pas dû m'énerver tout à l'heure. Et puis j'aurais dû me douter qu'un jour tu le ferais. Curieuse comme tu es. J'aurais dû me douter que t'allais découvrir ça. Tu as toujours été un peu fouineuse et c'est déjà un miracle que tu l'aies fait aussi tard. Et à présent, je crois qu'il est temps que nous parlons de ça. Oui, je te crois, mais alors... Que fait ce doigt dans mon congélateur? Laisse-moi donc tout te raconter, mais avant je vais aller le remettre à sa place. Ensuite, je vais me faire un petit thé et je vais me poser à côté de toi pour te raconter cette longue histoire. Je regardais alors mon papy s'éloigner avec cette boîte au contenu si glauque et me demandais bien ce qu'il pourrait me raconter pour m'expliquer la présence d'une telle chose dans son congélateur. Lorsqu'il revint à moi, il était à nouveau souriant. Il s'installa confortablement comme pour se préparer à me raconter une longue histoire. Et bizarrement, je me détendais. Ça me rappelait quand jadis enfant, il me racontait des contes à côté de la cheminée. Il planait à cet instant précis un parfum de nostalgie. Oh, Mathiote, si tu savais comme je redoute cet instant. J'ai tellement peur que tu me prennes pour un fou. C'est juste que j'ai besoin de comprendre à qui appartient ce doigt. C'est une longue histoire, ma petite. Une longue histoire. Installe-toi tranquillement et laisse-moi donc te raconter tout depuis le début. C'était en hiver 1988, plus exactement en février. Ta grand-mère et moi nous étions offert une escapade amoureuse dans une station de ski des Hautes-Alpes, en bordure d'Italie. Il avait beaucoup neigé cette année-là, et le manteau blanc qui recouvrait toutes les montagnes aux alentours nous gratifiait d'un paysage absolument somptueux. C'était le dernier soir de notre idyllique séjour. Myriam voulait aller manger dans un chalet italien typique, situé en haut de la montagne. Comme je ne pouvais rien refuser à ta grand-mère, j'ai réservé. Et nous nous y sommes rendus malgré de fortes chutes de neige. Le restaurateur nous a régalé de ses excellentes spécialités de montagne, d'autant que nous étions ses uniques clients, les autres ayant décommandé vu les conditions climatiques catastrophiques. La soirée fut merveilleuse. Le cadre était si typique, et ta grand-mère si belle. Elle s'était apprêtée pour cette soirée, comme elle savait si bien le faire. Nous avons dîné les yeux dans les yeux, tout au long de ce qui fut notre dernier repas à deux. Malgré les recommandations du restaurateur qui nous proposa gentiment de nous héberger pour la nuit, nous avons repris la route jusqu'à notre hôtel pour retrouver notre lit douillet. La route était glissante, la neige tombait à gros flocons, et la température, à 1900 mètres d'altitude, avoisinait les -20. Il nous fallait passer les hauteurs du col de Montgenèvre, afin de regagner Serre-Chevalier, et tout ça sous des conditions météo désastreuses. Je roulais le plus prudemment possible, jusqu'à ce qu'un animal que je n'ai pas eu le temps d'identifier traverse juste devant nous. J'ai alors pilé et braqué le volant pour l'éviter. Ce qu'il ne faut pas faire sur une route enneigée. Et ce qui devait arriver, arriva. La voiture est sortie de la route et a fait 3 tonneaux avant de se retourner en bordure d'un ravin enneigé. Quand j'ai repris connaissance, elle était couchée sur le toit. J'ai détaché ma ceinture, puis j'ai dégagé Myriam de la sienne. Elle était dans le coma et souffrait de plusieurs contusions. Elle semblait aussi avoir la jambe cassée, vu la position qu'elle avait. Je l'ai sortie le plus délicatement possible, mais sans trop traîner, car la voiture perdait beaucoup d'essence. J'avais le sentiment qu'elle pouvait prendre feu d'un instant à l'autre. J'ai pris ta grand-mère à bras et l'ai portée pour nous éloigner en cas d'explosion.
C'est là que j'ai perdu l'équilibre. Nos corps ont ainsi glissé sur plusieurs mètres, avant de se stopper grâce à des branchages. J'ai attrapé et saisi la main de ta grand-mère très fort pour ne pas la lâcher. C'est là que j'ai vu qu'elle se trouvait sur une couche de neige qui semblait meuble. J'essayais de la tirer vers moi, sans succès. Alors je la tenais fort. Elle n'avait toujours pas repris connaissance. Et très vite, le froid extrême s'est fait sentir. La situation était catastrophique. Je ne pouvais pas lâcher la main de ta grand-mère. Il n'avait plus qu'à espérer que des gens nous repèrent et nous viennent en aide. Le froid nous a très vite transpercés. Il faut dire que nous n'étions pas si couverts que ça. Et nos corps s'engourdissaient rapidement. Concentré sur le fait de ne surtout pas lâcher la main de ta grand-mère, je n'ai pas senti celui-ci m'affaiblir au point de perdre connaissance. Je n'ai aucune idée de combien de temps je suis resté inconscient, mais ce qui est sûr, c'est qu'une paire d'heures avait défilé. Nous étions tous deux recouverts d'une fine couche de neige, et tous nos membres semblaient avoir gelé sur place. Nos mains qui se tenaient étaient gelées, comme soudées l'une à l'autre par de la glace. Je voulais bouger, mais c'était douloureux, et je n'en avais plus la force. Je sentais bien que c'était la fin pour nous deux. Je ne sais même pas si je me suis à nouveau endormi, mais quand j'ai ouvert les yeux, le jour commençait à se lever. On avait passé une nuit complètement dans le froid. Je tentais tant bien que mal de bouger et d'aller réchauffer les mains qui restaient collées l'une à l'autre. Et je vis Myriam, bleue, inerte, comme morte, endormie sur cet épais manteau de neige. Je bougeais un peu dans sa direction. Et à cet instant-là, la couche meuble située en dessous de Myriam céda, créant une avalanche qui l'emporta. Nos deux mains unies se détachèrent et les doigts gelés de ta grand-mère se brisèrent. Je tenais alors dans ma main cet unique doigt gelé qui, sous la pression, s'était brisé. Et j'ai vu ma femme, ma chérie, l'unique amour de ma vie, être emportée par l'avalanche. J'ai crié de toutes mes forces. Et je l'ai vue partir. Dans un dernier effort, j'ai pris ma boîte à cigarettes. Je l'ai vidée et j'ai mis délicatement le doigt de ta grand-mère dedans. Puis j'ai à nouveau perdu connaissance. Je me suis réveillé à l'hôpital de Briançon. On m'avait enfin retrouvé grâce au feu de la voiture. J'ai tout de suite demandé où se trouvait Myriam. Et ils m'ont confirmé qu'ils ont retrouvé son corps enseveli dans la neige, à 300 mètres plus bas. J'étais anéanti. Il m'a fallu de longues années pour me reconstruire. Heureusement, j'avais ta maman. Et puis après, je t'ai eu toi aussi, ma petite fille. Vous êtes mes seules raisons d'être sur cette terre, jusqu'au jour où j'irai rejoindre Myriam. Je comprenais là pourquoi ma mère avait toujours eu énormément d'amour et d'admiration pour son père, mais aussi pourquoi elle me l'avait transmis. Ses yeux étaient remplis d'eau, son visage était si triste. Je l'ai pris fort dans mes bras pour réconforter cet homme aimant, si touchant, et totalement rassuré que celui-ci n'est pas un monstre sanguinaire. Voilà, tu sais tout. J'avais peur que tu me prennes pour un fou. Mais ce doigt congelé et tout ce qu'il me reste de ta grand-mère, je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'y tiens, comme à la prunelle de mes yeux. Cette nuit-là, je me suis rendormie, apaisée et touchée par cette histoire d'amour si pure. Et je me suis juré de revenir passer un week-end auprès de lui pour qu'il me raconte cette belle histoire qu'il a vécue avec ma grand-mère. Et je l'ai fait, ce week-end avec mon papy adoré. Hier soir, on s'est installé dans le salon, à côté de la cheminée de feu de bois, et il m'a raconté cette superbe histoire d'amour, celle d'une époque révolue malheureusement, où l'on courtisait une femme pendant des mois avant d'obtenir ce premier baiser tant désiré. Ces temps où il fallait passer par les fiançailles avant le mariage et où la nuit de noces avait une importance
aujourd'hui perdu. Ce temps où l'on se contentait de peu tant que l'on était avec l'être aimé. Son histoire a duré des heures à rire, être ému, c'était extraordinaire. On s'est couché très tard mais je m'en moque, je l'ai vu plus heureux que jamais. Et ce soir, avant de retourner chez moi, je vais le rendre encore plus heureux. Papy, avant de partir, j'ai un petit quelque chose pour toi. Oui, ma tiotte, c'est quoi? Mais un cadeau? Oh, fallait pas. Attends. Mais... Oh mon Dieu. Une boîte. C'est magnifique. C'est magnifique. Je l'ai faite spécialement pour toi. Et pour mamie. Je trouvais ta boîte à cigarettes un peu triste. Le doigt de mamie mérite mieux que ça. Je t'ai fabriqué cette boîte avec les miens. Et entièrement peinte à la main. J'ai mis une couche de coton pour poser le doigt dessus. Elle te plaît? Elle est si belle. Oh mon Dieu, si tu savais comme ça me fait plaisir. Attends, je reviens. Je reviens tout de suite. On dirait un enfant qui découvre un cadeau qui lui fait tant plaisir. Allez papy, il est temps que ce doigt ait une habitation décente. Je l'ai juste regardé poser délicatement le doigt de mamie sur le lit de coton dans la boîte. Puis il a mis celle-ci dans son fameux congélateur. À présent, je connais le secret du mystère du congélateur. Certains d'entre vous trouveront ça glauque. Moi, je trouve ça magnifique. Car je sais que dans celui-ci se trouve le souvenir d'un amour unique. Un amour éternel. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune et tous ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme les milliers de ronds que font sans cesse les heures d'un voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là près de la source, tu sais ce que tu m'as dit. Elle était finie sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Me voilà seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux.